Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 15 septembre 2014. Il est 21h au Palais de l'Élysée à Paris, 19h à Accra au Ghana et 20h à Libreville, la capitale gabonaise, vous est présentée la 7e édition du journal télévisé du soir sur votre nouvelle chaîne généraliste panafricaine, Canal 7. Au sommaire de cette édition, 7e du nom, 3 titres principaux, RCA, 12 000 hommes en renfort pour la paix à Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien claque la porte de la commission électorale indépendante. De France, les nations dites libres en rang de bataille contre l'État islamique. À présent, le développement des titres de cette édition. Afrique centrale, en République centrafricaine, le gouvernement a donné le feu vert aux Nations Unies pour un déploiement de 12 000 hommes, dont l'objectif est de rétablir la sécurité dans ce pays plongé dans une grave crise politico-militaire. La MINUSCA pointe ainsi la place de la MISCA dans cette force de l'Union africaine. Un reportage de Dina Koussou. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies déploie depuis ce lundi près de 12 000 hommes à Bangui. Cette force de maintien de la paix des Nations Unies va assurer jusqu'au 30 avril 2015 la sécurité des habitants de ce pays déchiré par la guerre civile. La MINUSCA a pour mission de protéger la population, appuyer le processus politique et contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Selon le général Babacar Ngaï, chef de la MINUSCA, les troupes seront présentes sur l'ensemble du territoire national et chaque grande zone du pays bénéficiera d'un état-major régional. Créée en avril par la résolution 2149 du Conseil de sécurité de l'ONU, la MINUSCA enverra dans un premier temps 7 600 hommes sur le terrain et comptera 12 000 soldats à effectif plein. Elle se substituera progressivement aux forces internationales déployées dans ce pays. Il s'agit des 6 000 hommes de la MISCA envoyés sous la bannière de l'Union africaine et de quelques demi-militaires français déployés depuis fin 2013 dans le cadre de l'opération Sangaris. Au Burundi, la progression du thé ne cesse de progresser, notamment grâce à l'acquisition de nouveaux équipements reçus par l'Office du thé du Burundi. Deuxième culture industrielle d'exportation du pays, rapportant le plus de devises après le café, le thé nourrit 2 millions de familles. Les cueilleurs s'activent dans les champs de thé du complexe théicole de Téza. Les feuilles vertes s'étendent à perte de vue sur une étendue de 600 hectares. Après les premières récoltes de la journée et la pesée, le camion achemine les sacs remplis de feuilles vertes vers l'usine. Les machines de l'usine ont été fournies par le STABEX, le système de stabilisation des recettes d'exportation grâce aux fonds de l'Union européenne. Ces nouvelles machines ont permis de réduire les coûts de production et d'améliorer la qualité du thé produit. Le STABEX a fortement appuyé le complexe théicole de Téza en nous donnant des machines comme les CTC, les fermenteuses, le séchoir, les trieuses. Aussi, il a réhabilité une des chaudières. Aujourd'hui, le thé burundais est bien coté sur le marché international. Son prix a doublé sur le marché de Mombasa, au Kenya. Une hausse des prix dont bénéficient également les théiculteurs burundais. Comme le prix a augmenté, on n'a pas oublié les théiculteurs qui nous amènent de la feuille verte. On leur fait une motivation après 6 mois, suivant le nombre d'eau qu'ils ont livré à l'usine. 50 000 ménages vivent de la culture du thé, une culture dont ils ne sont pas prêts à se défaire. Le programme de renouvellement des équipements des différents complexes de l'Office du thé du Burundi a été financé par le STABEX avec un budget de 3 millions d'euros. Ce mécanisme a été mis sur pied afin d'améliorer la production exportable de thé, contribuant ainsi à promouvoir une croissance économique durable et équitable. Le thé contribue à hauteur de 20% des apports en devises pour le Burundi. Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé samedi son retrait de la commission électorale indépendante, instance en charge de l'organisation des scrutins électoraux en Côte d'Ivoire. Cette décision, dévoilée par le canal d'Alphonse Douati,
L'un des dirigeants du FPI a pris effet ce lundi, 15 septembre 2014. Plus de précisions avec Uriel Abaga. Le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo a annoncé sa sortie de la nouvelle commission électorale indépendante. Le FPI, en proie à des divisions, s'est longuement penché sur cette question. Une partie de ses membres souhaite que le groupement politique reste dans la CEI, contrairement à l'autre qui pose le préalable de la libération de Laurent Gbagbo, retenu par la Cour pénale internationale depuis 2011. La décision de son retrait, communiquée par Alphonse Douati, une des principales figures du parti, a été prise au cours d'une réunion des cadres de cette formation politique. Elle intervient après la réélection à la tête de la CEI de Youssouf Bakayoko, ex-ministre et membre du PDCI, le parti au pouvoir. Le FPI remet en cause la crédibilité de l'homme qui est en charge de l'organisation des élections depuis 2010, qui, selon l'opposition, a une grande responsabilité dans les émeutes post-électorales d'il y a 4 ans. La Côte d'Ivoire souhaite parachever la stabilisation du pays après une décennie de crise politico-militaire dont les violences post-électorales de 2010 constituent l'épilogue sanglant. Le retrait du FPI n'est donc pas une bonne nouvelle pour la majorité présidentielle et les partenaires internationaux du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le manque dans certains quartiers d'Abidjan crée des désagréments à la population. Avoir de l'eau relève du parcours du combattant. Les autorités ivoiriennes, conscientes de la tâche, sont à pied d'œuvre pour régler ce problème qui perdure depuis des années. Reportage. Source de vie est devenue rare pour certaines populations du district d'Abidjan. Depuis des mois, il ne se passe de jour sans que des habitants de certains quartiers des communes de la capitale ne se plaignent de la fourniture d'eau. C'est même devenu un fait banal que de voir des femmes et des enfants transporter des bidons ou des bassines d'eau sur la tête. Depuis des mois, certaines personnes sont obligées d'entrecouper leur sommeil pour veiller sur le robinet. Il faut être là quand l'eau arrive. Si tu veux avoir l'eau, il faut te réveiller à 2h du matin ou à 4h du matin. Raison pour laquelle on est obligé de se lever très tôt. Ce qui concerne l'eau, vraiment, un manque d'eau, franchement. Plusieurs ménages sont confrontés à la pénurie d'eau. De nombreuses entreprises font les frais de cette situation. Celles qui utilisent ce précieux liquide connaissent désormais un ralentissement dans leur fonctionnement. Dans nos maisons, il n'y a pas les pompes, il n'y a pas les robinets. Ils n'ont qu'à nous avoir les robinets, pas chacun quoi. Dans les maisons, ils n'ont qu'à avoir les robinets. On n'a pas de noms. Après, nous, elle ne dort pas chez elle. Elle vient soit à 4h du matin pour pouvoir nous servir. Quoi. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes. Les femmes, là, elles viennent, elles sortent. Mais il y a d'autres qui sont partis. Donc, nous sommes venus là. C'est nous qui sommes restés là. Les coupures intempestives d'eau causent de nombreux désagréments aux populations d'Abidjan. C'est pourquoi les autorités compétentes gagneraient à trouver une solution à cette situation qui commence à agacer les Abidjanais. Au Mali, une mission du Fonds monétaire international séjourne actuellement à Bamako. Elle va évaluer avec le gouvernement malien la gestion des finances publiques, le but de faire face aux faiblesses constatées dans la réglementation des finances. Reporter de Nianian Aliou Traoré. Le Mali et le Fonds monétaire international FMI commencent à s'entendre. Depuis l'achat en mai des nouveaux avions présidentiels pour 40 millions de dollars et la passation de contrats sans appel d'offres d'achat d'équipements de l'armée malienne, le fonds avait gelé son plan d'aide au pays en attendant un audit indépendant et le renforcement des procédures de marché public. Après ces quelques mois d'incompréhension que l'on peut qualifier de traversée du désert pour l'État malien, on rejette l'aider. Une mission en charge de l'évaluation des performances économiques de l'organisation séjourne actuellement à Bamako. Deux choses sont très importantes. La première, c'est de prendre état de l'ampleur des dégâts. Quelles étaient les transactions qui n'étaient pas conformes avec le processus budgétaire normal. La deuxième, aussi importante, c'est de discuter des mesures qui peuvent être mises en place pour que ces faiblesses des finances publiques ne se reproduisent pas. Il faut s'assurer que dans le futur, toutes ces transactions passent par les voies normaux, par les processus budgétaires. Nous maintenons le cap. La mobilisation des ressources internes est une priorité. Ce n'est pas parce qu'on va renouer avec les partenaires qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut continuer à mobiliser les ressources financières internes et puis en même temps cultiver la confiance avec les bailleurs pour que tout redevienne comme avant.
En décembre, le FMI avait accordé à Bamako une ligne de crédit de 46 millions de dollars dont le versement par tranche est conditionné à des audits trimestriels des comptes publics. Si ces évaluations s'avèrent positives et si le FMI donne son feu vert, le Mali pourrait recevoir 2 tranches de prêts combinés. À titre de rappel, le FMI avait déjà accordé 2 aides d'urgence au Mali, totalisant 33 millions de dollars en 2013. Après le continent africain, nous nous rendons rapidement en Europe et atterrissons en France. Les représentants d'une vingtaine de pays se sont réunis aujourd'hui à Paris pour définir le rôle de chacun dans la coalition internationale voulue par Washington pour combattre les djihadistes de l'État islamique. Compte rendu d'Abdulaziz Maïga. L'objectif est aussi ambitieux qu'ardu, puisqu'il s'agit de donner corps à la coalition internationale annoncée par Barack Obama pour affaiblir puis détruire l'État islamique. En d'autres termes, de traduire en termes militaires, politiques et financiers la volonté de la communauté internationale de répondre à l'offensive des djihadistes sunnites qui ont plongé l'Irak dans le chaos depuis le début de leur offensive il y a 3 mois. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Et nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. Faoud Massoum, le président irakien, a lancé un appel pressant à l'engagement international contre les djihadistes de l'État islamique. Nous demandons la poursuite des opérations aéroportées régulières contre les sites islamistes. Nous ne devons pas les laisser ériger des sanctuaires. Nous devons tous contribuer aux efforts humanitaires pour aider les réfugiés, les personnes déplacées qui subissent une véritable tragédie. Seul absent à cette réunion, l'Iran, acteur majeur de la région et allié des régimes de Bagdad et de Damas. Téhéran a pour sa part estimé que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme était de renforcer les gouvernements irakiens et syriens. Ukraine, le processus de paix reste menacé dans l'est du pays. Le cessez-le-feu décrété le 5 septembre dernier a été plusieurs fois violé par les belligérants. Dimanche, des affrontements se sont déroulés près du village de Leveniska sans pertes humaines. Cependant, les combattants semblent aujourd'hui agacés par la durée du conflit. Carnot Atomomengue s'en fait le compte rendu. Nous sommes au sud de Donetsk, près du village Olenivka, en zone d'occupation pro-russe. Vendredi, les positions insurgées ont essuyé de nouveaux tirs des forces armées ukrainiennes, selon ces rebelles qui accusent Kiev de rester en permanence dans la violation de la trêve largement symbolique dans la région. Aujourd'hui, c'était très intense parce qu'on nous a tiré dessus. Un véhicule armé est venu vers nous ce matin. C'était très dur. On a battu en retraite, mais là on tient la position. Le processus de paix dans l'est de l'Ukraine est donc clairement menacé. Entré en vigueur le 5 septembre dernier, il est mis à mal pratiquement tous les jours. Selon des sources concordantes, les rebelles pro-russes viseraient des points de contrôle tenus par l'armée ukrainienne. Les fascistes sont venus, donc il faut d'abord les détruire, combattre jusqu'au bout et ne pas leur donner de marge de manœuvre. Malgré cela, la trêve est maintenue. Jeudi, responsables de l'Union européenne, responsables russes et membres de l'exécutif ukrainien ont discuté du maintien du cessez-le-feu. Mais pour combien de temps? À noter que les combats dans l'est de l'Ukraine ont fait au moins 2220 morts civils et militaires depuis la mi-avril 2014. La page culturelle de ce journal, le Dia Saban à Los Angeles, aux États-Unis, a accueilli le 13 septembre 2014 les Nollywood Awards qui célèbrent le cinéma africain. Plusieurs acteurs du cinéma africain et américain étaient présents sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Entre autres invités, les acteurs Dean Ekpelig, Leiter Speck, les frères Gary et Jason Clements, l'actrice R.D. Aubert. Roland Diakou s'en fait l'écho. Plusieurs acteurs africains et américains étaient présents à la célébration du cinéma africain à Los Angeles. Le The Nollywood Award a rendu hommage au cinéma africain qui est en plein essor. Les réalisateurs et producteurs africains font des efforts considérables pour l'amélioration du 7e art de notre continent. Ce qui différencie le cinéma africain, c'est qu'il représente un marché émergent.
Bien sûr, ils restent derrière Hollywood, mais ils font des efforts, ils améliorent la qualité du cinéma en Afrique et c'est une très belle soirée pour fêter ça. Plusieurs films africains produits par des Africains abondent le marché du cinéma chaque année. Des films dramatiques, d'action, de romance font la joie des cinéphiles qui sont plus d'une dizaine de millions à travers le monde à apprécier la pureté et la différence de notre cinéma. Hollywood est vraiment quelque chose de très important et c'est en train de se développer aux États-Unis. Moi je vous dis, il y a 20 milliards de personnes qui regardent le cinéma de Hollywood dans le monde. À Londres, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, en France. Il y a beaucoup de Nigériens et beaucoup d'Africains partout dans le monde. Le The Nollywood Award, les Oscars africains sont une formidable initiative, une façon d'intégrer le cinéma africain et la culture africaine à la culture hollywoodienne. Sport, l'équipe des États-Unis de basket a remporté le titre de champion du monde dimanche à Madrid. Les Américains ont largement dominé la Serbie par 129 à 92, compte rendu de Willy Tonango de Bambera. La Serbie a reçu une véritable correction 129-92 face aux États-Unis en finale de la Coupe du monde de basketball Espagne 2014. Après une entame de match poussive et un retard de 5 points, Team USA a mis le pied sur l'accélérateur pour ne plus jamais revoir dans son rétroviseur les tombeurs des Français en demi-finale. Face au système tactique atypique de l'équipe américaine et sa constellation de stars et d'individualités, les joueurs de l'entraîneur Djerkovic n'ont jamais trouvé une organisation pour contrer l'armada NBA. Les Américains, meilleure attaque du tournoi, ont largement viré en tête à la mi-temps, plus 26. Pour une finale mondiale, il n'y avait déjà plus de matchs dans une salle à l'ambiance bien feutrée. Habitués à infliger une différence de 32,5 points dans le tournoi, les Américains ont fait subir un véritable supplice à la Serbie pour dépasser le score le plus élevé de la compétition, qui est de 119 points. C'était contre la Slovénie. Avec 60 matchs sans défaite, Team USA règne sur le basketball planétaire et est désormais double champion du monde et olympique en titre. Toujours en page sportive, la Côte d'Ivoire est officiellement candidate à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2019 et 2021. Elle a déposé ses candidatures sur la table de la Confédération africaine de football. Elle espère ainsi organiser l'une de ces éditions. Dans cette optique, elle aura comme concurrents l'Algérie, le Cameroun, la Guinée et la Zambie. Michel Dieu-Eyi aux commentaires. La Côte d'Ivoire est candidate pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ou celle de 2021. Le pays compte défendre sa candidature le 19 septembre prochain. Lambert Fekese, président du comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire, reconnaît tout de même que la démarche est difficile. Je voudrais, au nom de mes collègues et à mon nom personnel, exprimer notre fierté d'avoir été choisi pour conduire la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation de la CAN 2019 ou 2021. Mes premiers mots vont naturellement à l'endroit de M. le ministre en guise de remerciement pour cette grande marque de confiance qu'il a bien voulu manifester à notre égard. Je voudrais, tout en lui exprimant nos sentiments de gratitude, lui dire notre engagement et notre détermination à mener au succès cette mission à la fois exaltante et bien difficile. Une mission d'inspection de la CAF conduite par Amadou Diakité, membre du comité exécutif de l'instance confédérale, a séjourné en Côte d'Ivoire pendant une semaine. La mission a été reçue jeudi dernier en audience par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a tenu à assurer les émissaires de Issa Hayatou que son gouvernement mettra les bouchées doubles pour arracher l'organisation de la CAN. À noter que l'Algérie, le Cameroun, la Guinée et la Zambie sont également candidats. Alors, le rendez-vous est fixé pour le 19 septembre prochain à tous les candidats pour convaincre la Confédération africaine de football. Après l'Éthiopie, il y a quelques semaines, le Gabon a reçu le Nigeria ce dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Confédération africaine des Nations, des moins de 17 ans. Les Panteros, comme on les appelle, l'ont emporté sur le score de 2-1, compte rendu de Michel Dieu-Eyi. Après avoir écarté l'Éthiopie il y a quelques semaines, les Panthères du Gabon catégorie U17 se sont imposés sur un score de 2-1 le dimanche 14 septembre au stade Monédan de Sibon face à leurs homologues du Nigeria.
Match aller comptant pour le dernier virage qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui aura lieu au Niger en 2015. Dès l'entame du match, malgré leur petit gabarit, les U17 ont pris le dessus sur l'équipe nigériane. Tétanisée par l'enjeu, l'équipe gabonaise a été cueillie à froid dès la 5e minute par un but signé Victor James Osimhen. Les poulains de Patrick Assoumeyi, bien soutenus par le public, vont égaliser à la 26e minute sur un coup franc magistral de Orly Moudoyi. Le Gabon conservera ce score nul de 1 but partout jusqu'à la fin de la première mi-temps. Revigoré par les entrées successives de Christian Ebere Osichi et Samuel Kweze, la formation nigériane va multiplier les actions offensives en seconde période, mais va échouer plusieurs fois devant le rempart gabonais Noubi Junior. En supériorité numérique, après la sortie du carton rouge de son buteur Victor James Osimhen, le Nigeria plie les chines. Le Gabon prend l'ascendant sur son adversaire avant de remporter la victoire de 2-1 face au Nigeria en fin de partie grâce à un doublé de son avant-centre Orly Moudoyi, déjà double buteur lors du match précédent contre l'Éthiopie à la 80e minute. L'aventure du Gabon se poursuivra dans 2 semaines au Nigeria en match retour. Cette édition est à présent terminée. Nous vous en rappelons les principaux titres. RCA, 12 000 hommes à renfort pour la paix. Côte d'Ivoire, le FPI, claque la porte de la commission électorale indépendante. France, les nations libres en rang de bataille contre l'État islamique. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe technique, je vous remercie d'être aussi nombreux à suivre notre journal chaque soir. Tout en vous souhaitant de passer une agréable soirée, nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir et à très bientôt.